Bonjour et bienvenue pour ce webinaire consacré au management collaboratif au sein des associations que nous co-organisons aujourd'hui avec Exopé et Harmonie Mutuelle ESS. Alors, pourquoi avoir d'abord quelques règles de modération du webinaire? Vous avez sur votre écran un module questions et réponses sur lesquels vous pouvez adresser vos questions, qu'elles soient d'ordre technique ou sur le fond du webinaire. Nous allons traiter ces différentes questions lors de temps d'échange qui est prévu à la fin de ce webinaire. Ce webinaire est actuellement enregistré pour pouvoir le diffuser aux participantes et aux participants qui ne pourraient pas être avec nous aujourd'hui. Et vous recevrez l'ensemble des supports liés à ce webinaire. Pourquoi avoir choisi d'organiser ce webinaire en tant que mouvement associatif et en lien avec nos partenaires? C'est qu'il nous semblait intéressant d'adresser cette question du management au regard des valeurs qui sont défendues par les associations dans leurs projets associatifs, dans leurs modalités de fonctionnement, et de voir comment elles pouvaient entrer en résonance avec la manière de gérer ces équipes au quotidien. Si on traite aussi cette question de manière plus forte, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une double interrogation sur les questions d'attractivité de l'emploi qui ont été accentuées, vous le savez, par les effets de la crise sanitaire et aujourd'hui par les effets de l'inflation. Mais il y a aussi plus largement une question autour de l'inclusion dans l'emploi et de comment aussi on rapproche des publics qui ne sont pas forcément les personnes qu'on aurait mobilisées le plus naturellement dans les organisations. Pour ça, il y a plusieurs leviers qui sont à mettre en place. La question de la politique salariale, de renforcement des parcours professionnels, de la qualité de vie et des conditions de travail, qui sont des leviers classiques et qu'on retrouve dans différents secteurs. Il y a aussi cette question du management horizontal, donc ce qui touche à l'organisation du travail et qui est, comme je viens de le dire, rentre plus en résonance avec nos modalités de fonctionnement associatives et que nous avons choisi d'explorer. Et pour les explorer, justement, nous nous sommes adjoints l'intervention de 3 personnes avec des regards complémentaires. Fabien Hitvine, qui est maître de conférence à l'Université de Strasbourg et qui a, dans ses terrains de recherche, traité de cette question-là pour nous reposer les cadres et les enjeux sur ce sujet. Ensuite, un témoignage terrain de l'association Signe de Sens à travers Marjolaine Mantin, qui est leur directrice adjointe et qui nous expliquera comment ils ont vécu au sein de cette structure leur organisation en termes de management. Et enfin, Nicolas Chabroux, qui fait partie de la coopérative Transfert RH et qui accompagne un certain nombre d'associations et de structures de l'ESS sur cet enjeu-là. Et pour ça, durant ce webinaire, on veut s'interroger sur l'opportunité et les limites de ce type de management, parce qu'au-delà de l'idée, il y a aussi un certain nombre d'interrogations et de précautions que ça peut engendrer, et aussi, plus concrètement, d'échanger sur ces conditions de mise en œuvre pour qu'ils soient vraiment pertinents et qu'on ne soit pas seulement dans l'affichage de certaines intentions pour le mettre en place. Voilà pour le programme de cet après-midi qui, j'espère, vous intéressera. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Fabien Hitvine pour qu'il nous donne sa vision en tant que chercheur sur les enjeux liés à ce sujet. Merci beaucoup. Merci de me donner cette occasion. Alors, moi, la perspective que je vais vous proposer aujourd'hui, je vais simplement vous présenter comment le management horizontal se fait dans les organisations que j'ai pu étudier. C'est-à-dire, ce n'est pas mon intention de vous dire comment il faut faire. Ce que je cherche plutôt à faire, c'est à vous montrer comment des organisations assez radicales parviennent à fonctionner en refusant en refusant la hiérarchie et une division des tâches trop poussée. Le deuxième parti pris que j'ai, c'est que ce sont des organisations plutôt extrêmes dans ce management horizontal. Et je crois qu'il y a aussi beaucoup d'enseignements à en tirer parce que, justement, comme elles poussent très loin cette volonté-là, eh bien, elles vont jusqu'au bout de cette logique.
Alors, des organisations sans hiérarchie ou avec très peu de hiérarchie, on a l'impression que c'est quelque chose d'utopique. En réalité, c'est relativement courant. Les organisations de mouvements sociaux, hein, c'est-à-dire tout ce qu'on peut connaître autour de mouvements féministes, écologiques, de lutte antiraciste typiquement, sont souvent des organisations avec peu de hiérarchie, qui parfois aussi reposent beaucoup sur des outils numériques. Les coopératives donc, sont aussi un exemple peut-être un peu plus proche du modèle associatif et un exemple dans le secteur marchand d'organisation dans lequel donc, il y a un ensemble de décisions qui sont prises collectivement, surtout les décisions stratégiques qui sont prises collectivement. À ce titre, il faut distinguer ce qu'on appelle les deux types de coopératives qui sont les SCOP et les SIC. Les SCOP, ce sont les organisations dans lesquelles ce sont exclusivement les travailleurs et travailleuses qui décident donc de ces orientations stratégiques. Dans les SIC, il y a la volonté d'inclure aussi tout un tas de parties prenantes en plus, c'est-à-dire des fournisseurs, des clients, des riverains, des pouvoirs publics, dans ces décisions collectives, dans une approche très globale de l'organisation. Et comme j'ai travaillé dessus aussi, je ne peux pas m'empêcher de mentionner la cogestion allemande, qui est un type de management mettons collaboratif assez affaibli à l'heure actuelle, mais qui donc repose sur le principe d'avoir des représentants des salariés et des syndicats dans les organes décisionnaires de l'entreprise. C'est un système qui s'est affaibli au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, mais qui a quand même le mérite d'exister, y compris sur de très très grosses entreprises. Voilà, donc cette première partie juste pour exprimer le fait que ça existe, ça se pratique depuis longtemps, et il ne faudra pas croire que la hiérarchie ce soit l'unique et seul mode de structuration des organisations. Alors j'ai deux terrains essentiellement dont je voudrais vous parler aujourd'hui, qui sont des terrains que j'ai suivis sur le long terme, chacun plusieurs années, avec des entretiens, avec des observations. D'abord, La Barbe, qui était un groupe activiste féministe qui dénonçait l'absence de femmes au poste de pouvoir au travers de performances spectaculaires, symboliques, c'est-à-dire qu'elles allaient dans des conseils d'administration, des conférences, des conférences de presse, et elles dénonçaient le fait que toutes les personnes qui étaient assises là étaient exclusivement des hommes. Et elles avaient tout un dispositif ironique mis en place que je ne développe pas ici. Et c'est un groupe qui était marqué par une volonté d'empuissancement des femmes, ou d'empowerment, hein, si on préfère le terme, et donc ce qui a une valeur très forte en termes justement de management horizontal. Je décrirai comment à chaque fois le management horizontal se manifeste dans chacune de ces organisations. Et alors, à l'heure actuelle, je suis en train de terminer un terrain avec la TRAM, qui est une organisation de la Seine-Saint-Denis qui accompagne des personnes en souffrance psychique, qui est une organisation qui refuse le modèle de l'hôpital psychiatrique, qui en général, et surtout à l'heure actuelle, dans les périodes d'austérité, est un modèle très vertical, clos, avec donc une forte distinction entre patients et médecins soignants. Et dans lequel les patients ont souvent le sentiment d'avoir peu de prise sur les soins qu'ils et elles reçoivent. La volonté de la TRAM, c'est donc de s'éloigner de ce modèle de l'hôpital psychiatrique et surtout de ne pas réduire la santé mentale à un phénomène médical, mais aussi de prendre en compte ses aspects économiques, financiers, administratifs, judiciaires, de logement, j'en passe. C'est-à-dire dire simplement qu'une personne a moins de chances de décompenser si elle vit dans un logement propre plutôt qu'un logement avec des punaises, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et donc, il y a une volonté dans la trame d'inclure les personnes en souffrance psychique dans les fonctionnements de l'organisation, dans les décisions et les fonctionnements de l'organisation. C'est-à-dire que les personnes vont pouvoir
vont pouvoir participer aux décisions avec les travailleurs sociaux, vont pouvoir travailler pour l'organisation, participer aux accompagnements, participer à l'accueil, coproduire les activités de l'organisation. Et là, vous voyez bien qu'il y a tout de suite un lien aussi avec le management horizontal. Alors, quelle forme le management horizontal ça prend dans ces deux organisations? Dans la Barbe, il y a une volonté très forte d'autonomisation. C'est-à-dire qu'il y avait cette phrase, c'est celle qui dit qui fait, c'est-à-dire si quelqu'un propose une action, si quelqu'un propose un projet, un atelier, eh bien, elle est invitée immédiatement à ne pas se reposer sur le groupe, mais à agir, à profiter des ressources, à profiter des gens présents, mais surtout à ne pas se reposer sur le reste du groupe. Il y avait aussi une volonté à la Barbe de ne pas, une volonté à la Barbe de ne pas, enfin, de contourner ce qu'on pourrait appeler de la verticalité invisible ou des hiérarchies invisibles. Parce que certains membres, certaines activistes étaient là depuis longtemps, avaient beaucoup de charisme, avaient un passé militant très riche, ou simplement étaient plus disponibles. Et ce faisant, elle avait beaucoup de pouvoir sur les décisions de l'organisation. Et donc, il y avait dans la culture de la Barbe, c'est-à-dire ce qui était enseigné aux nouvelles arrivantes, il y avait cette volonté de dire vous avez le droit de prendre la parole et vous avez le droit de remettre quelqu'un en cause, justement sur ces positions-là. C'est un tout petit peu tangent, mais ça participe aussi du management horizontal. Il y avait aussi beaucoup de temps de débriefing, pour repenser les actions et de soins. J'emploie le terme soin au sens très large, bien sûr, mais de soins réciproques, c'est-à-dire de veiller à ce que les émotions, simplement le fait de se mettre en avant durant une action, ce qui peut être parfois même physiquement douloureux parce qu'il il peut y avoir de la violence à cause notamment des services de sécurité, et que les personnes soient prises en charge collectivement par le groupe. Ça fait partie du management horizontal parce que justement, pour que tout le monde puisse participer aux décisions, il faut que tout le monde aussi puisse envoyer un retour sur ce qui s'est passé et qu'on puisse justement éviter que ce soit seulement les plus solides qui tiennent sur le long terme. Concernant la trame, le premier pas de la trame, dans ce sens-là, c'est de rendre la participation des personnes matériellement possible. C'est-à-dire que si vous avez des gens qui arrivent, donc on est en Seine-Saint-Denis, et c'est des personnes en souffrance psychique, donc il y a souvent, ça se croise souvent avec des problèmes de mal logement, des problèmes de toxicomanie, des problèmes administratifs. Bon, là aussi, je ne peux pas faire la liste parce qu'on y serait encore demain matin. Et donc, un des premiers éléments, c'est que si on veut que les gens puissent participer aux décisions collectives, il faut d'abord qu'ils soient en mesure matériellement de le faire. On ne peut pas demander à quelqu'un de participer aux activités collectives si la personne n'a pas de logement, si elle ne sait pas où elle va manger, si elle n'a pas... Donc, il faut donner un certain nombre de perspectives. C'est pour ça que les propositions d'accompagnement de la trame qui sont données dès le début travaillent immédiatement à rendre ce management horizontal. Il y a une valorisation de la parole, c'est-à-dire que lorsque les personnes en souffrance psychique s'expriment, elles sont écoutées, leur parole est prise en compte dans les décisions, et il y a tout un travail de déstigmatisation de leur parole. C'est-à-dire que elles interviennent à l'université, elles interviennent dans des formations de professionnels, elles interviennent auprès du conseil départemental, elles interviennent à la mairie, etc. Et donc, il y a une volonté que leur parole soit entendue, soit valorisée, une volonté de déstigmatisation. Déstigmatisation, c'est-à-dire faire accepter que leur parole est légitime envers un certain nombre de décideurs, mais aussi pour elles-mêmes, c'est-à-dire de faire entendre que ce qu'elles ont à dire est important et qu'elles n'ont pas à se limiter. Et enfin, il y a un certain nombre d'espaces qui sont dédiés à faire circuler la parole, c'est-à-dire une radio, des temps de recherche, des temps de discussion collective où les gens se posent et on essaie d'élaborer
ce qui se passe à l'heure actuelle dans l'organisation et ce que les gens ont à en dire. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai. Alors, si j'essaye maintenant de généraliser à partir de ces cas, donc qui bien entendu sont des cas très précis, je le reconnais très volontiers, et avec des projets assez spécifiques, mais néanmoins, il y a des choses sur lesquelles on peut un peu généraliser. Je pense que le management horizontal suppose des changements profonds à la fois sur la structure et sur la culture de l'organisation. C'est-à-dire, et c'est ce que je vais maintenant développer sur cette deuxième partie. Alors, sur la structure, c'est très important, je crois, de faire entendre que cette horizontalité n'est pas simplement un truc qu'on rajoute. Ça demande un changement global, entier de l'organisation. Ça ne peut pas être simplement de rajouter qu'on va voter sur un certain nombre de choses. Ça ne peut pas simplement être de rajouter qu'on va discuter, on va instaurer des temps de discussion. Ça demande quelque chose de plus large, parce qu'il y a tout un courant de recherche qui travaille là-dessus à l'heure actuelle. La participation, la démocratie dans les organisations ne se décrète pas. C'est quelque chose qui se construit. C'est quelque chose qui se construit au niveau des individus, au niveau des fonctionnements organisationnels. Un élément important, c'est la transmission de l'information. C'est-à-dire s'assurer que les gens comprennent bien ce qui leur est demandé, comprennent que les enjeux soient clairs, et que les décisions qui sont parfois des décisions techniques puissent être élaborées collectivement. Ça suppose qu'il puisse y avoir des temps et des espaces dédiés à ces décisions collectives, et c'est loin d'être négligeable. Une organisation comme la Trame passe entre 5 à 10% de son temps, ça dépend des semaines, à ces décisions collectives. C'est-à-dire qu'il y a 5 à 10% du temps qui n'est pas du temps productif, mais qui est bien du temps utilisé pour prendre ces décisions, et où la plupart des gens ne font pas leurs activités habituelles à ce moment-là. Je crois que c'est impossible de se passer de ça. On ne peut pas imaginer un management horizontal qui serait un management où ça se passerait rapidement, où ce serait simplement des choses à voter, où il y a besoin de débattre, il y a besoin de transmettre ces informations. Et enfin, il y a les personnes qui réalisent les actions, qui mènent les activités, qui prennent les décisions, sont responsables vis-à-vis du reste du groupe. Ça, c'est quelque chose qui était très fort à la Barbe, qui est fort aussi à la Trame, et qui peut être parfois frustrant, en particulier quand, typiquement dans la Trame, c'est un travail, la Barbe, pardon, c'était un travail bénévole, puisqu'un travail d'activiste militant, et ça veut dire qu'on peut remettre en cause les décisions que certaines personnes ont prises, alors même qu'elles ont fait des efforts, mais précisément, il y a une responsabilité des personnes qui agissent envers le reste du groupe. Donc ça, c'est un peu pour les éléments, c'est des pistes que je vous propose pour les éléments structurels. C'est aussi vrai sur la manière dont les gens interagissent entre eux et sur la culture qu'ils peuvent développer. Je crois que c'est vraiment une autre idée qui me semble essentielle, c'est qu'on ne peut pas mettre en place sérieusement du management horizontal si on n'accepte pas une part de dissensus ou de chaos, enfin on peut appeler ça comme on veut, au sens où on a tendance à chercher un état dans lequel on est tous d'accord. Au contraire, et ça je l'ai vu plein de fois, au contraire, les décisions véritablement collectives, démocratiques, sont des décisions qui se prennent lorsque émergent les désaccords, émergent des idées qu'on n'attendait pas, des personnes qui jusque-là ne s'étaient pas exprimées et qui apportent quelque chose qui dérange le business as usual. On a tendance à avoir une socialisation qui est plutôt une socialisation assez disciplinée, et je pense qu'il faut vraiment lutter contre ça. Il ne faut pas sous-estimer la peur qu'on peut avoir du dissensus. Je crois aussi qu'il faut être capable de remettre en cause les buts même de l'organisation. Accepter que ce soit, entre guillemets, moins efficace. Mais moins efficace, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut discuter
ce que fait l'organisation et ce vers quoi elle va aller. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude, en particulier dans des fonctionnements très verticaux, où en fait, ces décisions-là sont prises ailleurs. La barbe, aussi bien la trame, remettait très souvent en cause leurs buts fondamentaux, précisément parce que ça permettait de repenser le reste de l'organisation. Et enfin, s'autoriser des débats éthiques et pas seulement techniques, c'est-à-dire, justement, c'est lié au point que je viens de développer, c'est-à-dire que s'autoriser la question de se poser est-ce que les moyens qu'on emploie sont acceptables? Est-ce que la direction générale dans laquelle on va est vivable par rapport à un but supérieur qui n'est pas seulement le but opérationnel de l'organisation, mais aussi sa raison d'être. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qu'il est très important de pouvoir discuter, de même si on envisage un management véritablement horizontal. Voilà, je vous remercie et j'espère que ces échanges vous auront nourri. Merci beaucoup, Fabien, pour cet éclairage autour des enjeux qui, je pense, a bien posé le cadre. Maintenant, on va laisser la parole à Marjolaine Mantin, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est membre de l'association Signes de Sens, dont elle est directrice adjointe, pour qu'elle nous dise comment cette question du management horizontal, collaboratif, a traversé son organisation avec plusieurs cycles de vie, et vous allez nous en dire plus dès maintenant. Ça marche, merci Marion. Donc effectivement, je suis directrice adjointe de Signes de Sens, une association qui a été créée il y a 20 ans tout pile cette année, et on travaille dans le secteur de l'inclusion pour rendre la société plus accessible et inclusive. Donc c'est une association... Désolée, j'ai un problème pas de souci. de diapo encore. Je peux continuer, Ouais, ça marche. Je reviens. Ok. Donc, c'est une association qui est basée principalement à Lille. On est plusieurs salariés à être aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, mais le siège est à Lille. On est 27 personnes et on a de nombreux projets, dont des outils numériques, ce qui fait qu'on arrive à peu près à 150 000 utilisateurs de nos outils par an. On travaille avec de nombreux partenaires, un peu partout en France, même un petit peu à l'international. La vision de Signes de Sens, c'est que le handicap, c'est une source d'innovation et de transformation pour la société. Pour nous, le handicap n'est pas un frein, mais plutôt une opportunité pour innover et pour améliorer l'accès à la culture, à l'information, à l'éducation, aux apprentissages pour tout le monde. Donc, on considère les personnes en situation de handicap comme des éclaireurs d'une autre façon de voir le monde. Quelques exemples de projets qu'on mène, donc des projets autour de la langue des signes avec le dictionnaire edX, des projets autour de l'accès à la lecture pour les enfants, un programme Ben le Koala sur les apprentissages du quotidien pour les tout petits, et puis pas mal de projets aussi autour du secteur de la culture. Et puis on travaille aussi en prestation, en formation, on fait du conseil, de l'accompagnement pour des structures de tout type. Et ce qui nous caractérise aussi, c'est la méthode de travail qu'on utilise, qui est donc que ce soit dans nos projets, dans nos programmes, ou dans les prestations quand on accompagne des clients, mais aussi à l'interne quand on travaille sur notre fonctionnement, c'est la méthode design, qui est assez proche d'une méthode de projet classique où on va explorer un sujet, imaginer des solutions, les co-construire. La différence, c'est que quand on en arrive au prototypage, il y a vraiment cette phase d'itération où on revient en arrière, on boucle jusqu'à ce qu'on arrive à une solution qui nous convienne. On va la tester avant de la déployer, de la mettre en œuvre de façon définitive. Voilà, donc pour poser un petit peu le cadre. Pour revenir sur l'histoire finalement du management chez Signes de Sens, il y a 20 ans, la structure s'est créée comme
pas mal d'assauts avec d'abord une personne salariée, puis 2, puis 3, etc. Sur du coup les 15 premières années à peu près, on est passé de 1 à 15 salariés. On avait des équipes qui étaient très autonomes et très polyvalentes. C'est un peu les moutons à 5 pattes qu'on recherche en permanence et qu'on a souvent dans la création des associations sur le début, avec des personnes qui avaient un intitulé de poste, mais qui finalement regroupaient pas mal de compétences et de missions différentes, et du coup qui aussi avaient une forte autonomie sur leur prise de décision dans leur champ de responsabilité. Finalement, chacun savait où était sa place, quel était son champ de responsabilité, et puis tout le monde s'impliquait pas mal sur la question aussi du projet associatif et du fonctionnement de l'association. Avec un processus d'amélioration continue où quand quelqu'un identifie un problème, voilà, on avait une façon de fonctionner et puis elle marche plus, on a besoin de changer, et voilà, tout le monde était relativement proactif sur l'amélioration de tout ça. Donc beaucoup d'agilité qui s'est mise en place naturellement, et puis aussi on a donc toujours un organigramme très horizontal, notamment parce que c'était compliqué pour nous de faire des pôles d'activité, puisque finalement tout le monde travaillait un peu avec tout le monde selon les projets, et donc le management il s'organisait plutôt par projet. Donc à un moment donné, c'était une personne qui allait être chef de projet, donc qui allait manager les autres sur le projet, puis un autre projet après ou en parallèle, c'était l'inverse, et donc voilà, tout le monde travaille avec tout le monde, et potentiellement, quand on est chef de projet, on peut manager les autres de manière transverse. Beaucoup aussi de confiance a priori, donc de la part de la direction. Donc, voilà, on parle d'horizontalité, mais il y a toujours eu un directeur, une direction. Ce qui est important aussi, c'est que je pense une des choses qui a permis, un des éléments qui a permis à Signe de Sens de réussir cette horizontalité et de la mettre en place de façon assez naturelle, c'est que même si la création de l'association elle est liée à une personnalité forte, le directeur et le fondateur qui s'appelle Simon Ourier, pour autant, lui, ce qu'il a toujours visé en créant et en développant l'association, c'est la qualité des projets, et c'est le fait que les solutions qu'on crée, elles marchent pour les usagers. Donc il n'y a jamais eu, que ce soit de sa part ou de la part des différents conseils d'administration qui se sont succédés, jamais eu de question d'ego ou de volonté de pouvoir ou de volonté d'avoir raison, volonté de pouvoir, d'avoir la main sur les décisions. Donc toujours une remise en question. Voilà, il y a, Simon a une responsabilité importante dans pas mal de décisions qui portent sur les projets, parce que il est là depuis 20 ans et qu'il a une grande maîtrise des différents sujets, et donc son avis compte dans beaucoup de décisions, et pour autant ces décisions elles peuvent toujours être remises en question, et sur les décisions qui sont plutôt de l'ordre du fonctionnement général de la structure, pour le coup voilà, elles peuvent venir, les propositions et les décisions peuvent venir de tout le monde. Donc pour vous donner quelques exemples, peut-être juste sur la phase précédente, de décision sur plutôt le fonctionnement, enfin de modalités de prise de décision. Par exemple, quand quelqu'un a des congés à poser, on n'a pas forcément besoin de faire valider à un manager ou à un responsable la période de congé, parce qu'on considère que tout le monde est responsable de son activité, et c'est quand est la bonne période pour poser des congés par rapport à l'activité, par rapport à soi, ses contraintes personnelles, etc. Quand on s'absente quelques heures, c'est pareil, on n'a pas besoin de le faire valider à un responsable. Voilà, on prévient les collègues pour savoir éventuellement, pour leur dire qu'on n'est pas là, mais on n'a pas besoin de tout faire valider. Et du coup, donc voilà, finalement, ça a été un fonctionnement qui a été très organique, puisqu'on on s'est pas dit il faut qu'on mette qu'on mette en place un management horizontal. Donc c'était peu structuré, mais tout ça c'est fait de façon assez naturelle. Et puis sur la période 2020-2022, l'équipe s'est agrandie, donc c'est vrai que c'est la période qui correspond à la crise du Covid, et pour autant pour nous ça a été une période de forte activité. On est passé à peu près de 15 à 25 personnes permanentes. Et donc, on a eu différentes problématiques qui se posaient à nous. Une première problématique qui était le fait que, en étant
horizontaux, en n'ayant pas de management intermédiaire, c'était compliqué de faire un suivi individuel régulier. Donc on a bien trouvé des solutions pour améliorer ça. De manière générale, on avait aussi besoin d'améliorer notre fonctionnement interne et de l'adapter, parce qu'à 15 et à 25, on ne fonctionne pas de la même façon, que ce soit en termes d'espace de travail, d'outils de gestion de projet, d'outils de communication, etc. Et puis, par contre, on avait envie de maintenir quand même cette horizontalité, cette participation, et d'impliquer tout le monde le plus possible sur des sujets transverses, et donc de structurer, de faciliter la participation. Et puis, évidemment, la crise Covid aussi, qui nous a pas mal chamboulé comme la plupart des structures, et en même temps on s'est dit quelles opportunités cette crise peut nous amener, puisqu'on a aussi appris à travailler de manière un peu différente, et donc on a essayé aussi de rebondir sur cette crise. Et donc on a lancé tout un processus de design d'une nouvelle organisation à partir donc du parcours du salarié, pour voir un petit peu ce qui pouvait être amélioré et structuré, donc pour garder cette horizontalité et s'améliorer. Et donc on a travaillé, enfin quasiment toutes les personnes de l'équipe ont été impliquées à différents moments, pour donc à la fois imaginer, prototyper, déployer des solutions. On a créé différents outils, donc que ce soit des outils plutôt sur la prise de décision, peut-être que si je vous parle de sollicitation d'avis, ça vous dit quelque chose. Donc le fait qu'une personne peut prendre la responsabilité d'une décision à partir du moment où elle a sollicité les avis des personnes qui étaient concernées et qui pouvaient avoir une expertise sur le sujet. On a travaillé sur la question des espaces de travail, sur la question du suivi individuel. On a créé un nouveau rôle dans l'association qui s'appelle les écouteurs, où des personnes volontaires se sont portées volontaires pour avoir des temps réguliers avec les collègues pour être à leur écoute et faire remonter des problématiques qui pouvaient concerner l'ensemble du collectif. On a travaillé sur le parcours d'accueil, etc. Donc voilà, on a mis pas mal de choses en place. On a aussi essayé de travailler sur l'organigramme, le remodeler. C'est un travail qu'on a entamé et qu'on n'a pas forcément abouti à ce moment-là. Du coup, sur la question de l'amélioration du fonctionnement, du suivi individuel, etc., et de l'ancrage de la participation, je pense qu'on peut dire qu'on a atteint nos objectifs. Par contre, à ce moment-là, c'était un moment, donc, comme je disais, où l'activité était plutôt soutenue, et on ne se rendait pas forcément compte que la nouvelle équipe, donc parmi les personnes qu'on avait recrutées, notamment les plus juniors, se déresponsabilisait un petit peu du portage global du projet associatif et du développement de l'activité. Et donc, on est arrivé là, depuis l'année dernière, à une période où finalement l'activité a baissé, parce que les personnes qu'on avait recrutées, elles faisaient le travail qu'on leur demandait, mais elles n'avaient pas forcément en tête ou les compétences de développer des nouveaux projets pour assurer la suite aussi de leur activité. Elles comptaient finalement plutôt sur des personnes qui avaient plus de bouteilles, on va dire, et plus de réseaux, qui avaient les partenaires pour, etc. Et puis c'est vrai que en fait ces profils, ça s'explique en partie parce que ces profils sont beaucoup moins polyvalents. On est sur des profils plus techniques, plus spécifiques, et c'est vrai que voilà, on l'avait pas forcément formulé, mais en fait les postes, on les a recrutés pour des postes spécifiques, et pour nous c'était un peu induit que forcément ces personnes allaient elles aussi devenir des moutons à 5 pattes qui allaient développer leur activité, et finalement ça n'a pas été le cas. Et puis après il y a aussi voilà, je pense peut-être une évolution du rapport au travail chez les plus jeunes, où en fait on a, donc sans absolument en faire une généralité, mais c'est quand même, je pense, des échanges qu'on a aussi avec d'autres structures qui observent un petit peu la même chose. On a des personnes qui veulent travailler dans une asso, une structure de l'ESS, c'est important pour elles en termes de valeurs, mais qui ne veulent pas forcément s'impliquer plus. En gros, si le cadre qu'on leur propose convient, elles restent. Par contre, si à un moment donné ça ne convient pas, elles vont voir ailleurs. S'il n'y a pas un cadre qui est un peu mieux, elles ne vont pas forcément être proactives pour changer ce cadre. Et de manière plus générale, c'est un peu le regard que j'ai sur une partie de cette génération. Peut-être que ce n'est pas tout le monde, mais c'est des gens qui
qui veulent vivre dans un monde meilleur, mais qui veulent plus forcément changer le monde, comme peut-être les militants associatifs d'il y a quelques années qui se sont professionnalisés, qui sont devenus aussi les salariés des assos qui voulaient changer le monde et qui peut-être se sont épuisés à changer le monde. Donc il n'y a pas de, j'ai pas de jugement sur qui a tort ou qui a raison. En tout cas, c'est plutôt un constat sur ces nouveaux profils. Voilà, et puis on a aussi des personnes qui, par exemple, en termes de charge de travail, s'il y a pas forcément beaucoup de travail, ne vont pas alerter. Par contre, elles comptent chacune de leurs heures. Donc du coup, on s'est rendu compte qu'on avait besoin vraiment de faire un suivi de l'activité beaucoup plus proche que ce qu'on avait fait pendant les quasi 20 premières années. Et puis, on avait aussi en parallèle, dans cette nouvelle équipe, recruté des personnes qui étaient plus seniors et qui avaient naturellement aussi pris des responsabilités, une implication pour le coup sur la structure, la stratégie, le projet associatif, etc. Et donc, finalement, encore une fois, assez naturellement, on est arrivé à se dire que l'organigramme horizontal tel qu'il était, il ne fonctionnait plus. Et donc, du fait de l'évolution de l'activité, cette fois, on pouvait se regrouper par pôle. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a créé des pôles et avec à leur tête des personnes qui ont une responsabilité de management intermédiaire. Pour autant, le management, donc l'organigramme n'est plus horizontal, mais on a toujours un management qui est participatif et on vise la responsabilité, la responsabilisation des équipes, donc ce soit au sein des pôles pour organiser l'activité, mais aussi sur la construction des nouveaux projets et puis sur des sujets transverses comme ceux que j'ai cités précédemment où on continue de travailler vraiment de manière collaborative et participative. Et donc, la suite, on sait que c'est pas fini, on va sans doute pas s'arrêter là, c'est sans doute pas le dernier modèle d'organisation, le dernier organigramme de signe de sens. On a un contexte autour de nous qui évolue. Je pense qu'il n'y a pas de modèle idéal qu'on vise. En tout cas, l'idée, c'est de toujours s'adapter à ce contexte et aux besoins et d'avoir une évolution qui reste la plus naturelle possible. Nous, notre objectif, ça reste évidemment l'utilité sociale et du coup, y compris en tant qu'employeur, pas uniquement vis-à-vis de nos usagers. Et donc, à un moment donné, si le management horizontal, on sent qu'il est maltraitant pour nos équipes, c'est aussi pour ça qu'on est repassé à un management plus hiérarchique et classique, mais en essayant de faire en sorte qu'il soit tout de même responsabilisant. Et donc, ça reste notre objectif pour demain. Merci beaucoup Marjolaine. Ce que j'ai oublié de dire en introduction, c'est que vous nous avez fait le plaisir de partager cette expérience dans le cadre des prix du mouvement associatif, donc les prix Valdec qu'on organise tous les 2 ans et demi. Et donc vous avez déjà fait l'effort il y a 2 ans maintenant de partager cette expérience. Donc on vous remercie en tout cas d'avoir réitéré aujourd'hui. Alors, en dernier intervenant, donc on va plutôt avoir l'analyse de quelqu'un qui accompagne les structures associatives, mais de l'ESS en règle générale autour de ces enjeux, pour nous dire un petit peu de sa fenêtre, quelle est sa vision du sujet. Donc Nicolas, je vous laisse la parole. Merci Marion. Donc voilà, Nicolas Chabroux, je suis formateur consultant en management et en ressources humaines au sein de la coopérative Transfert et je suis aussi co-gérant de la coopérative depuis 3 ans. Donc on est une société coopérative d'intérêt collectif. Voilà, comme l'expliquait Fabien, au niveau de notre gouvernance, on a différents acteurs de la coopérative, à savoir un collège salarié, un collège partenaire pour des personnes qui interviennent sur nos activités en fonction des besoins, et puis un collège client pour des clients pour lesquels on a travaillé ou on travaille toujours, qui ont envie de s'impliquer dans la gouvernance de notre coopérative. Donc on a un cabinet conseil et organisme de formation dans le management et les ressources humaines, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, et puis on a à ce jour 7 salariés et une quinzaine de partenaires qui interviennent sur nos différentes actions. Et j'ai eu l'occasion aussi d'animer, je continue encore, des formations autour du management collaboratif pour des managers de l'économie sociale et solidaire. Donc un petit mot rapide, même si la coopérative n'est pas une association, mais on peut trouver parfois des liens et des concordances. Voilà. Donc nous, il y a 3 ans, on a décidé de changer de modèle de gérance, de passer d'une gérance unique à une co-gérance à 2.
Voilà, il y a eu tout un accompagnement de la gouvernance pour la mise en œuvre de ce modèle, à la fois de sa conception, son suivi et son accompagnement. Et voilà, on a fait un tuilage de 6 mois avec l'ancienne gérante pour les différentes missions de la gérance. Et puis la gouvernance est aussi impliquée dans le suivi du fonctionnement de ce modèle. Voilà. Ça a été une réussite pour l'instant parce que voilà, on a pris le temps aussi d'évaluer, de faire des points de situation, que ce soit au niveau du binôme de co-gérants, mais aussi avec la gouvernance et avec les salariés, pour continuer à construire ce modèle au fil des mois. Et puis, depuis l'an dernier, on a créé un labo de recherche et développement en interne, où on a eu l'occasion d'animer une table ronde au mois de décembre autour de qu'est-ce qui peut faciliter la capacité des individus à s'engager dans des modalités collaboratives. Et à l'issue de cette table ronde et des travaux qu'on fait aussi en interne, on a pu éditer une publication depuis mai 2023 qui est à disposition sur notre site et sur notre page LinkedIn. Et je crois, enfin, la référence sera aussi donnée dans le support. Voilà. Je suis par ailleurs donc aussi, en tant que consultant formateur, amené parfois à accompagner ou à discuter de cette modalité de management collaboratif, horizontal, voilà. Et j'ai aussi l'expérience en tant que manager de l'équipe des 7 salariés, voilà. Donc j'ai plutôt une manière de fonctionner de manière horizontale, participative, mais avec aussi adapté à l'autonomie de chaque salarié. Parce que pour moi, enfin pour nous, le préambule aussi pour que les gens puissent s'engager, être actrices et acteurs, faire partie de propositions ou de décisions, il faut que les gens soient sécurisés aussi dans leur mission et dans leur emploi. Donc ça demande parfois une présence plus importante du ou de la manager, aussi pour des gens qui sont peut-être moins autonomes ou moins habitués aussi à ces modalités-là, parce que je rejoins ce que disait Fabien, c'est pas parce qu'on décide de faire du collaboratif qu'obligatoirement ça va marcher, et que parfois on a les meilleures intentions du monde, mais ça ne fonctionne pas, ou ça prend du temps, ou on peut rétro-pédaler comme nous le partageait Marjolaine, voilà, et c'est pas un échec en soi, c'est aussi s'adapter aux situations des personnes et des organisations et des acteurs, aussi des associations ou des structures. Moi, dans l'expérience que j'ai eue en tant que manager ou en tant que consultant, moi, les points importants, c'est, comme je vous disais, que les personnes soient sécurisées. Donc, il va demander un accompagnement parfois plus individuel des personnes pour qu'elles trouvent leur place dans le collectif. Et puis, par rapport à ça, de prendre les personnes là où elles en sont pour les amener vers plus d'autonomie. Hein. L'idée, c'est de tirer vers le haut aussi les personnes pour qu'elles soient actrices et acteurs dans leur poste et dans leur mission, avec parfois aussi, comme le disait Marjolaine aussi, des personnes qui n'ont pas spécialement envie de décider, qui n'ont pas, voilà, donc c'est comment on prend en compte aussi ces dimensions d'investissement. Ce qui peut amener parfois, c'est un peu le paradoxe, là, je ne sais pas si le paradoxe est le bon mot, d'amener un peu parfois de la verticalité dans l'horizontalité. Moi, je peux vous partager ce que je vis parfois avec mon équipe, où j'ai une partie de l'équipe où les gens sont très autonomes, experts dans leur domaine, mais sur certains sujets, ils ou elles ont besoin de partager, de pouvoir partager une décision ou d'avoir un avis sur un sujet particulier. Donc, ce qui implique pour moi, en tant que manager, soit de co-construire la décision qu'on va prendre, ou de décider aussi, et que par rapport à ça, je peux vous donner une image qui est assez parlante, qui n'est pas de moi, hein, qui est un des intervenants de la table ronde, où voilà, on est un groupe d'amis, on décide de partir en vacances, et puis tout ça va se faire discuter dans le groupe d'amis, des 4-5 personnes, de qu'est-ce qu'on va faire, où on va aller, voilà. Mais au moment de partir, si le groupe d'amis part en voiture, il va y avoir qu'un seul conducteur. Et qu'à un moment, dans le pilotage de la voiture, ça va reposer sur une personne. Et ben voilà, parfois dans les organisations, même si on a une envie, une intention de travailler en horizontalité, voilà, mais parfois, à un moment, certaines situations peuvent amener qu'une personne ou un organe de décision puisse décider aussi pour le reste du groupe. Moi, j'aime à dire aussi, par expérience, de se mettre d'accord si on veut travailler dans des modalités partagées, collaboratives, de se mettre d'accord sur qui propose, qui décide, qui pilote.
et que ça soit aussi discuté en fonction des contextes que je vous disais, de là où en sont les personnes, de se mettre d'accord là-dessus pour aussi sécuriser les personnes, c'est-à-dire qu'elles savent ce qu'on attend de moi. Est-ce qu'on attend de moi que je vais proposer? Est-ce qu'on attend de moi que je vais piloter? Est-ce qu'on attend de moi que je vais participer à la décision? Et c'est très important dans ce préambule-là de pouvoir soit le travailler en tant que manager ou avec sa gouvernance si on veut changer l'organisation, parce que je rejoins ce que disait Fabien, il faut changer aussi l'organisation globale si on veut aussi travailler dans de l'horizontalité ou dans du collaboratif. Voilà, donc de vraiment être clair sur ces dimensions-là pour que les personnes qui font partie du collectif savent ce qu'on attend d'elles et pouvoir savoir comment elles ont envie de s'impliquer. Voilà. Et puis, en fonction de ce qu'on décide dans l'organisation, de qui propose, qui décide, qui pilote, d'avoir des méthodes de travail, des process qui vont permettre à chacun de contribuer à son niveau dans ce qui a été décidé. Je vous parle de sécurisation. Vous avez un modèle de M. Philippe Fourteau qui s'appelle le modèle SAD, qui est une pyramide comme Maslow, où vous avez le S en bas, le A au milieu, le D en haut, qui permet de voir justement comment, en tant que manager, on peut accompagner les personnes. Et la base de tout, c'est la sécurisation. Et le A qui est au-dessus, c'est associé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas associer les personnes si elles ne sont pas sécurisées. Et justement, être très clair sur les process, sur l'organisation, ça permet de sécuriser pour que les personnes puissent contribuer. Et une fois qu'elles sont associées, on peut aller dans le D en haut de la pyramide, qui est la situation de développement, où les personnes vont être en autonomie et en responsabilisation plus. Ce que je peux vous partager aussi, c'est que l'accompagnement d'une modalité de management horizontal ou collaboratif, c'est pas seulement l'animation d'un collectif. Alors c'est important de se donner des méthodes de travail, des process, voilà, à la fois de pilotage ou de décision, mais il faut aussi prendre le temps d'accompagner les individualités dans la mesure du possible, hein, si le ou les managers ou la manager n'a pas trop de monde à gérer, mais il y a la prise en compte des individualités dans le collectif en fonction de moi, je repère 4 critères au niveau du niveau des compétences de la personne, de son degré d'autonomie, de sa motivation, et pas seulement sa motivation à s'impliquer dans son poste et dans ses missions, mais sa motivation aussi à contribuer au collectif, et puis d'évaluer aussi le besoin de sécurisation de la personne. Et moi, j'aime à dire que le management, on fonctionne sur 2 jambes. Il y a à la fois l'animation d'un collectif, mais il y a aussi l'accompagnement individuel. Et l'un rend service à l'autre, c'est-à-dire que si je prends le temps d'accompagner, de bien comprendre, d'évaluer avec la personne son degré d'autonomie, sa motivation, son besoin de sécuriser, son niveau de compétence, de fait, ça va avoir une incidence sur la qualité de l'animation du collectif. Et donc, se dire qu'on va être dans du collaboratif, dans l'horizontal, c'est accentuer que sur le collectif. Non, c'est aussi, en même temps, prendre le temps d'accompagner individuellement les personnes. Donc, voilà. Et puis, ça permet de pouvoir aussi adapter son management aux besoins des personnes pour pouvoir les sécuriser et les tirer vers le haut pour qu'elles soient aussi force de proposition et d'implication. Il y a aussi un paramètre très important, c'est le temps. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on peut décider, je ne sais pas, en 1 heure que on va changer l'organisation d'une association, on veut travailler en collaboratif, ben ça va pas se faire en 1 semaine, en 1 mois. Ça va prendre le temps de pouvoir savoir comment on va organiser tout ça, quelle va être la place de chacun, quelle va être la place de la gouvernance, quelle va être la place du management, quelle va être la place des collaboratrices, collaborateurs dans l'organisation qu'on a envie de prévoir. Et surtout, si vous avez des personnes qui ne sont pas habituées à ce qu'elles soient actrices et acteurs dans une organisation. Vous avez des personnes pendant X années, elles ont été dans des organisations de travail où elles faisaient très bien leur travail, voilà, mais elles n'étaient pas du tout sollicitées sur des propositions ou sur de la décision. Donc, leur imposer, pardon, je suis un peu caricatural, mais un peu du jour au lendemain à dire, ben, maintenant tu vas, comme les autres, décider sur telle ou telle action ou tel projet, ça peut être aussi très déstabilisant pardon, et très insécurisant. D'où ce que je disais tout à l'heure aussi, l'intérêt de pouvoir accompagner les personnes de manière individuelle pour sécuriser.
et s'entendre dire aussi que des personnes ne veulent pas pouvoir être dans la prise de décision et tout ça. Donc c'est quelque chose qu'il faut aussi entendre et prendre en considération. Donc voilà, il y a ce paramètre temps qui est très important. Et puis de pouvoir aussi, en tant que manager, lâcher prise à certains moments. Voilà, si on est dans une organisation où la décision est partagée, elle est collective, ben c'est aussi se plier à une décision collective si on décide que le collectif décide justement. Et puis de pouvoir choisir des modalités, si on est sur la décision, qui permettent à ce que chaque proposition soit possible, entendue, écoutée, prise en compte, et pouvoir, à l'issue de propositions, se donner les moyens de décider. Alors vous avez différents modèles. Vous avez par exemple le modèle de la prise de décision par consentement, qui permet à chacun dans une organisation ou lors de l'animation d'un collectif, il y a différents rôles qui facilitent la prise de décision. Mais le principe de la prise de décision par consentement, c'est que j'ai le droit de ne pas être d'accord, et on peut avoir plusieurs personnes sur les sujets qui sont évoqués. Par contre, j'ai le devoir d'amener une objection raisonnable, c'est-à-dire que je peux opposer un désaccord, mais je vais être force de proposition pour faire avancer le sujet, et que, au fur et à mesure des débats et des discussions, vous verrez, si vous avez l'occasion de lire notre publication, le témoignage du GRS qui fonctionne sur ces prises de décision par consentement. Donc voilà, ça demande du temps, comme l'expliquait aussi Fabien. Voilà, et moi j'aime à dire que ça prend du temps parfois dans l'élaboration, dans la construction et dans le déroulé, mais si on se focalise sur les managers, c'est aussi du temps gagné qu'on gagne sur son management, où le ou la manager n'est pas toujours au carrefour de tout. C'est-à-dire que si on rend plus autonomes les personnes individuellement et qu'on rend les collectifs plus autonomes, ben c'est aussi du temps de gagner en tant que manager, qu'on n'est pas toujours sollicité à prendre des décisions et tout ça, et qui permet aussi aux personnes d'être actrices et acteurs de leur outil de travail qui est l'organisation dans laquelle ils peuvent s'épanouir. Voilà ce que je pouvais compléter en quelques mots. Merci beaucoup, Nicolas. Enfin, de ce que vous dites, peut-être on peut se dire que c'est comme comment on fait vivre nos espaces associatifs qui sont des espaces démocratiques, en tout cas, qui tâchent et qui tentent de faire vivre une certaine forme d'exercice démocratique, et comment on instille cette partie au sein d'une équipe. C'est peut-être là-dessus qu'on est. Alors, j'ai une question très précise qui nous a été posée par l'un de nos participants. C'était le nom de la pyramide que vous avez évoqué, Nicolas. Rien à voir avec le jeu. Non. C'est le modèle SAD, les 3 lettres du modèle sécurisé, associé, développé. Voilà, de monsieur Philippe Fourteau, FOURTEAU. Voilà. Très bien. Et alors, j'hésite, mais je vais revenir en arrière par rapport aux questions qui étaient posées à Fabien sur ce sujet. En fait, il y a l'un des participants ou l'une des participantes qui voulait avoir en référence s'il y avait des travaux de recherche sur les différents sujets qui ont été évoqués. Alors, je ne sais plus exactement comment elle formule ça, mais lié à l'efficience de ces modèles en comparaison à une organisation verticale. Je parle sous votre contrôle. Moi, j'ai lu un certain nombre de choses qui n'étaient pas forcément extrêmement positifs, en tout cas, avec des éléments assez critiques, mais je vous laisse peut-être répondre en quelques mots, et peut-être que nous, on pourra, dans le cadre du webinaire, mettre quelques références que vous voudrez bien nous indiquer. Alors, je n'ai pas de références qui me viennent directement comme ça à l'esprit. Le problème, c'est que ce concept même d'efficacité ou d'efficience, c'est lui-même qu'il faut interroger. C'est ce que je disais dans la partie sur la structure. C'est-à-dire que le but qu'on donne à une organisation, c'est un enjeu politique. C'est-à-dire que si on agit collectivement dans un but, on peut agir, enfin, on peut aller dans différentes directions. Très souvent,
le propre des organisations démocratiques que j'ai pu étudier directement dans mes travaux, ou que j'ai pu voir dans les travaux de collègues. Précisément, ce que les gens cherchent à faire, c'est à s'assurer que la différence entre les moyens et les fins ne soit pas... Il n'y a pas de différence entre moyens et fins. C'est-à-dire que à tout moment de l'organisation, tout le monde est d'accord avec, ou consent, ou comme on veut, avec la façon dont les choses se font. Et donc, la question de l'efficience, oui, il y a effectivement, j'avais déjà entendu parler de travaux qui montrent que les organisations horizontales tendent à être moins efficientes, entre guillemets, que des organisations verticales. La difficulté, c'est en regard de quels critères, en fait? Parce que ce critère-là, justement, lui-même, il peut être remis en cause. Et c'est, je crois, en fait, le cœur du management horizontal que d'être capable de dire peut-être que l'usage qu'on a des ressources ou l'usage de telle ressource qui n'est pas prise en compte dans nos critères, dans les critères comptables, ou puisse être mis en cause. Pour donner un exemple un peu plus concret, hein, typiquement, il y a énormément d'organisations industrielles qui sont très, très efficientes, mais en refusant radicalement de prendre en compte le critère écologique. Donc, à partir du moment où on fait entrer ce critère-là dans les processus de décision, et ben, justement, cette question d'efficacité, elle change. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. J'ai essayé de ne pas me lancer dans un tunnel trop long. Très bien. Mais de toute manière, on essaiera de vous indiquer les éléments, mais en tout cas, le partage et le croisement aujourd'hui des intervenantes et des intervenants était aussi pour essayer de croiser les visions et les regards, et peut-être aussi d'aller plus loin et de partager de la ressource là-dessus. Alors, je vais peut-être venir sur l'une des dernières questions qui a été donnée pour remonter. Ensuite, il y a une personne qui demande quelles sont, selon vous, les premières étapes à mettre en place pour engager, pour lancer l'initiative et tourner vers une organisation plus horizontale. S'il y avait un drapeau à planter pour dire ça y est, on se lance, est-ce que vous auriez des éléments à donner? Pas facile comme question. Moi, j'en aurais un, il y en a certainement plein d'autres, hein. C'est qu'est-ce qu'en pense le collectif? De sonder aussi le collectif par rapport à ça. Parce que parfois, si la décision, je caricature, hein, mais que la décision de changer de modèle, de passer en horizontalité ou en collaboratif, si la décision d'une seule personne, ça peut être aussi un moment compliqué. Donc si, en tant que manager ou au niveau d'une gouvernance associative, on a envie de faire évoluer le modèle de travail, voilà, c'est qu'est-ce qu'en pense en premier le collectif? Qu'est-ce qu'en pense un conseil d'administration? Si c'est au niveau d'une équipe, voilà, d'un manager, de pouvoir aussi sonder ou échanger avec son ou ses équipes, voilà, c'est y réfléchir soit de son côté, bien sûr, si c'est à l'initiative du ou de la manager, mais c'est aussi de voir comment le collectif peut aussi réagir par rapport à ça, en sécurisant aussi, en étant aussi attentif aux réactions de chacun, chacune, mais parce que parfois, si c'est la volonté d'une seule personne et que c'est pas la volonté d'un collectif, ça peut être aussi très compliqué. Et de pouvoir aussi travailler avec eux, avec les équipes ou une gouvernance, sur qu'est-ce que ça peut impliquer de changer de modèle, qu'est-ce que ça peut impliquer de prendre un modèle plus horizontal, quelle peut être la place de chacun par rapport à ça. Et puis, il y a aussi il y a le point de départ, et puis il ne faut pas oublier aussi de faire des temps réguliers, alors pas tous les mois, hein, mais peut-être une fois par an ou une fois tous les 2 ans, si on a changé le modèle ou si on a fait évoluer un modèle, de pouvoir aussi, je prends souvent cette image, de se regarder pédaler, de se dire on en est où par rapport au modèle qu'on avait choisi il y a 1 an ou il y a 2 ans, comment ça fonctionne, comment ça résonne, c'est chacun et chacune d'entre nous, de pouvoir aussi d'avoir ces temps de partage et d'échange, pas seulement sur le cœur de métier des personnes, mais sur l'organisation globale, et que l'évaluation du modèle elle se fasse aussi de manière collaborative et horizontale. Ouais, si je peux juste me permettre de compléter, vas-y. Merci, peut-être juste poser la question de qu'est-ce qui amène
cette volonté de changement. C'est vrai que parfois ça fait un peu rêver les nouveaux modèles, on entend parler de choses innovantes et on a envie de faire pareil, mais peut-être commencer par se poser la question de est-ce qu'il y a un dysfonctionnement interne qui provoque ça? Est-ce que c'est juste une envie, comme le dit Nicolas, de certaines personnes? Et est-ce que c'est bien ça la solution par rapport à la problématique qu'on identifie dans notre organisation? Ou est-ce que peut-être finalement c'est complètement, c'est pas un problème de management ou un problème d'organigramme, mais le problème il est ailleurs peut-être? Donc, en résumé, la prise de décision collective, elle commence au moment où on décide de faire évoluer le mode de management. C'est la première pierre et c'est peut-être le signal. Et ensuite, ce que vous disiez sur le fait de vérifier collectivement à des temps décidés ensemble que les choses continuent à fonctionner ou s'il faut ajuster les choses. Par exemple, si sur la route, si je reprends l'exemple de votre voiture, si à un moment il y a un bouchon, on se dise peut-être qu'il faut prendre la départementale à côté, par exemple. Il y a quelques blocs de questions encore, alors on va en prendre une, mais qui en fait deux. C'est autour de la notion de responsabilité, pour dire très bien, on est dans une forme de management horizontal participatif, mais il y a quand même aussi, au bout du bout, un exercice de responsabilité. Donc le premier volet de la première question, c'est plutôt sur qui est responsable de quoi dans un management horizontal? Est-ce qu'il y a une responsabilité horizontale? Ce qui est assez drôle, c'est qu'on peut se poser les mêmes sujets sur les gouvernances des coprésidences. Il y a un peu les mêmes sujets. Et ensuite, une question qui est liée à la partie salariée, c'est de dire que si tout le monde participe et tout le monde est dans une relation de travail horizontale, quel impact ça a sur les rémunérations, les classements des postes, si on écrase la pyramide. Voilà. Je peux proposer par rapport à la première question, sur la responsabilité. Alors bon, il y a la responsabilité légale, hein, qu'on soit une association ou une entreprise. Voilà, il y a cet aspect-là qu'il faut pas gommer, bien au contraire. Mais après, il y a l'organisation. Je peux vous partager à Transfert, par exemple. La plupart des salariés sur des missions, on va dire, transversales qu'on a au niveau de la coopérative, on a des références. Voilà, on a une référente RH, moi qui me seconde et me soutient sur la partie RH de mon management. On a une référence handicap, une référence qualité, une référence communication, une référence commerciale, qui fait que chacun a une mission transversale en plus de ses missions de formatrice consultant ou d'assistant de gestion pour la partie administrative. Donc c'est valorisé financièrement. Vous parlez de la rémunération. Mais moi, en tant que manager, ça m'amène un énorme soutien. Et mon rôle, c'est de suivre globalement l'activité de chaque référence, mais sachant que justement, chacun et chacune est responsabilisé par rapport à sa référence. Et à certains moments, on peut être amené à prendre une décision en bilatéral avec le ou la référente, ou sur certains sujets, ça peut être l'ensemble des salariés sur une thématique de référence qui peut agir, voilà. Et puis sur la rémunération, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Vous avez des modèles aussi, nous on a accompagné une structure voilà, qui décident eux-mêmes de leur propre rémunération. C'est-à-dire les salariés ont décidé de leur propre rémunération, ils se sont donné des critères, voilà, et ce qui a permis à chacun et chacune de pouvoir contribuer à la politique. Bon, après, dans des organisations où il y a des conventions collectives et tout ça, il y a aussi un cadre, voilà, qui oblige parfois à être vigilant et à respecter, bien sûr. Mais c'est aussi, si on change de modèle, d'anticiper aussi ces questions-là de responsabilité et de valorisation, de responsabilisation. Donc voilà, c'est pas... pardon, je vais être un peu schématique, on fait du collaboratif, donc on va tous discuter en réunion, tous décider. Ça influe aussi sur plein d'autres paramètres organisationnels, responsabilisation et valorisation de la responsabilisation. Donc c'est des questions aussi qui doivent se poser pour les managers et aussi pour les gouvernances. Parce que ça peut avoir une influence sur le modèle économique. Très bien, merci. Alors, les questions fusent, donc j'essaie de faire ça de manière
Peut-être une question pour Marjolaine ou pour d'autres. Tu as évoqué les problématiques de génération et de rapport au travail qui pouvaient évoluer, plutôt dans la perspective d'un verre à moitié vide, en disant qu'il y avait un certain nombre de choses à ajuster. Il y a un ou une des participantes qui demande s'il y a eu aussi de bonnes surprises avec de nouveaux salariés qui, à contrario, se sont impliqués assez vite en fait sur ces modalités de fonctionnement plus collaboratif. Voilà. Oui, alors dans l'exemple de Signe de Sens, effectivement, complètement, bien sûr, c'est ce que je dis, hein, c'est une partie de l'équipe et donc enfin, c'est des expériences qui se répètent, donc c'est pour ça qu'on se permet de généraliser un petit peu, nous, dans ce qui se passe dans l'association, mais clairement, oui, on a eu des bonnes expériences, des personnes qui sont arrivées chez nous en stage, qui sont toujours là en tant que salariés, en CDI depuis pas mal d'années, et qui sont impliquées et proactives sur effectivement les questions transverses de l'association, oui, clairement. Très bien. Et il y a toute une partie pour dire que parfois ça ne peut pas marcher ou ça ne peut ne plus marcher. Et des personnes qui assumaient des modalités de fonctionnement collaboratives et qui finalement progressivement tendent à vouloir une forme d'organisation plus hiérarchique et une situation qui devient un peu compliquée. Et il y a une autre question qui s'en rapproche qui dit est-ce qu'il y a des leviers ou des pratiques à mettre en place vis-à-vis de salariés ou de collaborateurs qui, à un moment ou à un autre, se sentent moins impliqués dans le projet. Alors là, il y a écrit, entre guillemets, se reposent sur leur laurier. Enfin, en tout cas, les leviers pour réembarquer des personnes de la structure qui seraient un peu moins ou plus en retrait sur cette démarche participative. J'espère avoir bien retranscrit. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure, si je peux me permettre d'intervenir, c'est l'importance de l'accompagnement individuel. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, des personnes se désengagent ou à un moment ne trouvent plus leur intérêt ou leur compte dans une organisation? C'est pouvoir prévoir ces temps d'accompagnement individuel en tant que manager pour sonder la motivation, pour sonder la non-application. Et puis, une question aussi qui est importante dans cet accompagnement individuel, c'est quel est le besoin de la personne ou quels sont les besoins de la personne, pas seulement liés à ses missions opérationnelles liées à son métier, mais par rapport à l'organisation. Et aussi, en fonction de ce que je disais tout à l'heure, si on se prévoit des temps collectifs pour aussi dire notre modèle, enfin, ou le modèle qu'on a co-construit et tout ça, est-ce qu'il est toujours adapté à nos besoins, à nos envies, à nos motivations? Ben, ça permet à des gens peut-être qui commencent un peu à se mettre en retrait de trouver un intérêt, de pouvoir verbaliser aussi au collectif comment ils ou elles vivent les choses et de pas aussi en tirant le trait un peu fort, mais s'il y a des gens dont le modèle ne correspond plus, voilà, donc soit on change le modèle ou à un moment la personne change d'organisation. Enfin voilà, c'est aussi des questions parfois qu'il faut se poser et de ne pas considérer comme un échec si à un moment une personne ne souhaite plus ou n'a pas d'intérêt à collaborer de manière en étant actrice et acteur. C'est quelque chose qu'il faut aussi entendre et que soit l'organisation s'adapte, soit la personne s'adapte en allant voir si l'herbe est plus verte ailleurs pour elle. Voilà. Très bien. Aussi, peut-être un levier qu'on utilise chez Signe de Sens, c'est la question du CSE, parce qu'on est suffisamment nombreux pour en avoir un. Je sais que c'est pas le cas de toutes les structures, et on a la chance d'avoir une relation de travail très constructive avec le CSE, et c'est quelqu'un qui, donc on a une personne, et c'est quelqu'un qui parfois se donne aussi le rôle de remobiliser l'équipe et de re-responsabiliser. On a ces derniers temps quelques personnes qui ont un peu fait de l'anti-jeu, on pourrait appeler ça comme ça, un petit peu justement avec la mise en place du nouvel organigramme, et qui ont peut-être fait traîner des bruits de couloir ou encouragé
la rupture direction-équipe, etc. Et le CSE a vraiment joué son rôle de réunir l'équipe et les personnes concernées pour améliorer ça et voilà, rétablir des relations de confiance et un fonctionnement plus constructif tous ensemble. C'est magnifique parce qu'en même temps, vous avez répondu à des questions en lien avec le CSE. Donc, c'est parfait, on peut avancer sur les questionnements. Il y a aussi une question, mais qui revient un peu à ce que vous avez présenté, Marjolaine, sur l'évolution de l'équipe en nombre. Du coup, ça questionne sur est-ce qu'il y a une limite en nombre de personnes pour mettre en place ce team de management horizontal? Est-ce que c'est réservé à des petites ou moyennes structures, ou alors on veut imaginer sur des structures de taille un peu plus importante de mettre en place ce même type de management, où on est condamné à la verticalité? Pardon. Pas bien, peut-être. Oui, enfin, je ne peux pas donner de réponse absolue, mais il faut Non, quand même noter je pense qu'il qu'il n'y en a pas. y a des coopératives de très haut niveau, du filetage de fer, avec une dimension capitalistique très forte, qui sont quand même des coopératives. Donc ça existe. Pour donner un exemple un peu plus amusant, il y a alors, un exemple qu'on connaît pas du tout en France, mais il existe un premium cola qui est donc du Coca-Cola fait par des anarchistes allemands et où ils distribuent dans toute l'Allemagne. D'accord? Et donc, c'est entièrement horizontal avec le même salaire pour tout le monde, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure, avec la minimisation de l'impact carbone, avec un travail très poussé sur les fournisseurs et les clients, et qui ils parviennent à livrer dans toute l'Allemagne. Donc, c'est quand même des volumes relativement importants. Donc, je pense que sans doute qu'il y a un travail d'adaptation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas garder, mais de la même manière que dans une organisation verticale, vous ne pouvez pas avoir à toute petite échelle les mêmes structures que celles que vous avez à très grande échelle. Il y a sans doute un travail d'adaptation, mais on n'est pas les exemples nous laissent à penser qu'on n'est pas du tout condamné à la verticalité quand on passe à plus grande échelle. J'ai en tête aussi des exemples de partis politiques ou d'organisations de mouvements sociaux qui parviennent aussi avec beaucoup de membres à garder une horizontalité réelle, enfin réaliste, mettons. Et en complément, bon, le modèle coopératif influe aussi sur l'organisation en tant que modèle coopératif. Puis après, il y a des organisations aussi qu'on appelle le holacratique. Voilà, où vous avez sur des grosses organisations, hein, ça peut être des très grosses entreprises qui ont choisi ce modèle, où vous avez des équipes qui sont en autogestion, ce qu'on appelle des cercles. C'est le principe de l'holacratie qui fonctionne de manière autonome, où chaque cercle a son organisation de décision, voilà, et le ou les managers autour de ça sont là pour animer, coordonner les cercles d'une manière globale, qui fait que ils sont au cœur du fonctionnement, mais chaque cercle est aussi autonome et fonctionnel dans son organisation et dans ses prises de décision. Donc après, voilà, il y a. Mais c'est aussi ce qui est super, c'est que suivant aussi les données en termes du nombre de salariés, peut-être du nombre de bénéficiaires ou du nombre de personnes au niveau de la gouvernance, c'est comment on adapte, si la volonté est de faire de l'horizontalité, c'est comment on est créatif pour créer aussi cette horizontalité avec les acteurs, les actrices qui composent l'organisation. Oui, juste citer peut-être une ressource qu'on n'a pas encore citée, je pense, c'est le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations, qui étudie 5 ou 6 organisations et qui sont toutes des grandes organisations. Je ne sais pas quel est le nombre minimum de salariés, mais je dirais que c'est des organisations où il n'y a pas moins de 200, 300 salariés, voire beaucoup plus, en France et à l'étranger. Et voilà, c'est intéressant, inspirant. C'est pas forcément, encore une fois, un modèle à appliquer à la lettre, mais en tout cas, ce sont de bons exemples de grandes organisations dans lesquelles ça fonctionne. Il
il y a aussi toute une partie de questionnement, peut-être qu'on a moins évoqué aujourd'hui, mais qui pourrait être exploré, c'est le lien avec la gouvernance et aussi l'effet d'écho que ça peut avoir entre une gouvernance qu'on peut décider, organiser de manière très verticale. Est-ce que ça peut coexister avec des principes de management horizontal? Enfin, comment tout ceci coexiste, sachant que cette question du management horizontal peut questionner et questionne clairement la relation, enfin la participation des salariés aux instances de gouvernance de la structure, puisque il y a une personne qui demandait la différence, et en tout cas la distinction entre l'organe de gouvernance et la partie management. Il y a une partie de la gouvernance, enfin le conseil d'administration, le bureau, enfin ce sont les organes politiques et d'orientation de la structure, et ça c'est un fait. Et la partie d'équipe est plutôt sur une partie de la mise en œuvre. Mais en fonction des organisations associatives, le partage de cette vision et l'organisation peut être extrêmement différente. Il y a des déclinaisons très fortes, mais effectivement, ça pourrait être intéressant d'avoir une vision de comment ces pratiques de management influent sur les modalités de gouvernance. Je pense que notamment dans les cas et les expériences qu'on a pu retirer des Valdec, des prix du mouvement associatif, il y a certaines expériences auxquelles on peut se référer qui montrent bien, en tout cas, que forcément, ces deux sujets qui rentrent en résonance, parce que c'est dans une organisation associative, c'est un tout. Voilà. Alors, pouvez-vous redonner les différents niveaux d'implication possibles pour les salariés et le CA? Franchement, je ne peux pas répondre à la question parce que c'est extrêmement différent et ça dépend des choix qui sont opérés. Ce qui est sûr, c'est qu'il peut être prévu une participation des salariés à la gouvernance, mais c'est des modalités qui sont à définir entre avoir un représentant du personnel ou alors des mandats plus forts, en tout cas. Mais le principe qui reste fondamental, c'est de rester sur une administration, sur un principe de gestion des intéressés. Et donc, quand on est salarié d'une organisation, cette notion de gestion des intéressés est à équilibrer. Voilà. Ok. Alors ensuite, peut-être que je vais prendre quelques questions de précision. Et si vous avez des dernières questions, Alors, il y a une question sur Nicolas, vous avez parlé de travaux, de documents du GRS. Alors, je pense que ça, c'est des éléments, je parle sous votre contrôle, qu'on peut retrouver sur votre site et dans les articles que vous avez mentionnés et qu'on a remis en lien sur le chat du webinaire. Donc, où vous analysez des modalités de fonctionnement d'une structure qui s'appelle le GRS en l'occurrence et qui pratique ce management. C'est bien ça, Nicolas? Alors, c'est en fait notre publication. Non, mais c'est presque ça. J'amène juste une précision. Voilà, il y a la publication et il y a 3 témoignages de 3 structures différentes. Il y a le GRS, le GRET et nous au niveau de transfert qui permettent d'illustrer le fond de ce qui est dit dans l'article. Donc, la partie sur le GRS, c'est le témoignage d'une manager du GRS qui partage leur fonctionnement avec ses prises de décision par consentement. Voilà. Donc, c'est dans la publication qui est disponible sur notre site. Dont on vous a mis le lien dans le chat et dont on vous remettra le lien dans le diapo qu'on va vous envoyer. Et j'en profite, est-ce qu'il est possible d'expliciter davantage la notion d'objection raisonnable? Voilà. Et ça, c'était vous, Nicolas, qui avez évoqué cette notion. Oui. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. D'accord, parce que j'ai eu un problème de micro. En fait, lorsqu'on est en collectif et qu'on doit prendre une décision sur un sujet, on peut le faire de manière à bâton rompu, chacun dit ce qu'il a à dire, peut-être celui ou celle qui parle le plus fort va avoir plus d'influence, voilà. Le principe d'objection raisonnable dans la prise de décision par consentement, c'est-à-dire que chacun, par rapport au sujet où on doit décider, amène un avis
Voilà, et il peut être en accord avec la décision qui est en train de se dessiner. Et si, par exemple, moi, dans le collectif, là, cet après-midi, je ne suis pas d'accord avec ce qui est en train de se dessiner au niveau de la décision, j'amène mon objection raisonnable, c'est-à-dire j'amène mon objection, je dis que je ne suis pas d'accord, et pour qu'elle soit raisonnable, j'amène une contre-proposition qui va faire réagir le reste du collectif, et petit à petit, en fonction des idées, des propositions, des objections raisonnables qui sont avancées, ben, le collectif va, au bout d'un moment, arriver à une décision qui va prendre en compte l'ensemble des contributions. Voilà. Et pour ce faire, c'est ce qu'on appelle des modalités d'organisation de réunions sociocratiques. Il y a des rôles qui sont attribués aux participants de la réunion pour permettre cette prise de décision, et dont un qui est assez important, qui est le distributeur ou la distributeur de parole, c'est-à-dire qui va donner la parole aux gens qui la demandent, et surtout, pour avoir l'avis de tout le monde, recadrer ceux qui prennent beaucoup de place dans l'échange, entre guillemets, et d'aller chercher les avis de ceux qui ne disent rien. Et que si une personne dit « je n'ai rien à dire », ça veut dire qu'elle consent au sujet ou à la décision qui est en train de se prendre. Voilà. Donc il y a différents rôles, voilà, le distributeur de la parole, le facilitateur ou la facilitatrice qui est là pour faciliter à l'atteinte de l'objectif de ce qu'on est en train de discuter. Vous pouvez avoir un script qui prend en note les idées, vous avez un gardien du temps, si on s'est donné 30 minutes sur ce sujet-là, ben voilà, la personne est garante du temps qu'on ne va pas dépasser les 30 minutes. Et puis vous avez une personne qu'on appelle le scruteur ou la scrutrice, qui est là pour un petit peu sentir l'ambiance, voilà, et s'il y a un petit peu d'agressivité ou de tension, qu'elle puisse aussi le verbaliser. Et à l'inverse, si tout se passe bien de manière sereine, qu'elle puisse aussi verbaliser que tout le travail qui est en train de se faire collectivement se passe dans une ambiance totalement constructive. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si Marjolaine, Fabien, vous avez quelque chose à ajouter en réaction par rapport aux questions qui ont été posées. Sinon, je vais poursuivre. Il y avait une dernière remarque, je dirais, qui disait par définition, la gestion horizontale ira moins vite qu'une gestion plus verticale en termes de prise de décision et de réactivité. À l'heure où les financements diminuent, comment pouvons-nous vendre ce système à nos partenaires? L'un ne va pas avec l'autre. Alors moi, je pourrais changer les mots et parler de gestion associative, qui normalement en fait va moins vite parce que cette notion de temps, elle se retrouve aussi sur la manière de prendre les décisions collectivement au niveau de la gouvernance. Donc j'ai envie de dire que c'est peut-être quelque chose qui se combine avec un modèle associatif et comment on le fait vivre avec l'ensemble. Enfin, on parle souvent de parties prenantes, et donc c'est autant la pertinence des actions qu'il y a à défendre que la manière dont on fait les actions. Et dans le cadre d'un management horizontal, c'est aussi de défendre une manière d'impliquer ses salariés en tant que partie prenante forte du modèle. Donc c'est tout aussi compliqué que défendre des modalités d'action dans un modèle associatif. Donc je n'ai pas de réponse, mais en tout cas de l'expliciter et de montrer comment ça fonctionne et de convaincre en tout cas que cette dimension participative, elle permet aussi des actions qui finalement ont une autre qualité que celle qu'on peut regarder sur d'autres formes d'organisation. Voilà, j'espère que nous n'avons oublié personne. Autrement, vous pouvez aussi adresser vos questions ou vous faire des demandes de compléments. Avant de conclure vraiment, je vais laisser la parole à Lucie, qui représente ici Exopé, pour nous donner quelques mots de conclusion. Oui, merci Marion. Donc bonjour à tous. Donc oui, je suis Lucie Sanchez, donc je suis conseillère développement des compétences chez Exopé, hein, qui est l'organisation professionnelle représentative donc, des branches éclat, du sport, de l'habitat et du logement accompagné et du tourisme social et familial. Donc, comme vous l'avez perçu dans ce webinaire porté par le mouvement associatif Harmonie Mutuelle et Exopé, que je représente donc aujourd'hui, donc mettre en adéquation ses pratiques managériales avec les valeurs défendues par son association pour la construction d'un sens au travail
et ainsi travailler à une meilleure attractivité de l'emploi, hein, fait bien partie des préoccupations des associations employeuses. Donc à l'issue de ce webinaire, donc je remercie notamment les organisatrices, dont Marion et Céline, et bien sûr tous les intervenants. Donc on l'a vu, il y a beaucoup de questions qui subsistent sur ce sujet. Et il est sans doute assez important de se dire ensemble que ces questions existent et que le plus important pour Exopé, c'est bien cette position réflexive du manager ou du responsable associatif. La dimension du management collaboratif, voire coopératif, donc, suppose cette réflexivité sur un sujet qui implique que chacun et chacune sa part en exerçant son pouvoir donc, de faire avec les autres plutôt que son pouvoir sur les autres, et ainsi exprimer sa citoyenneté économique, associative, comme nous l'ont exposé Fabien Hudouin, Marjolaine Lantin et Nicolas Chabroux, que je remercie pour la qualité de leur présentation. Donc, si plusieurs leviers existent pour favoriser cette attractivité, si nécessaire dans ce contexte de transition avec un S dans l'ESS, donc nous n'avons pas à rougir de cet esprit de partage, d'utilité sociale et d'horizontalité des places qui sont les nôtres dans le rapport au projet, au fonctionnement de nos structures. C'est autant un cap qu'un usage à interroger en permanence. Voilà, donc c'est pourquoi au final je ne peux que vous donner rendez-vous et vous encourager à poursuivre cette thématique en formation avec l'ADOS, donc l'organisme de formation d'Exopé, qui propose donc une formation en partenariat avec Transfert sur les nouveaux modes de management et donc développer le collaboratif. Donc vous pourrez retrouver toutes les informations sur le programme et sur les inscriptions sur le site de l'ADOS qu'on peut vous mettre notamment sur le chat. Voilà, donc je vous remercie à tous d'avoir suivi ce webinaire et je laisse le mot de la fin à Marion. Je ne vais pas être très longue, je tiens à vous remercier. Pour vous dire qu'on a mis un peu de temps quand même pour bâtir ce webinaire, donc tout le plaisir que j'ai eu à l'animer, mais aussi la frustration de ne pas avoir des participantes et des participants en face de nous, parce que j'aimerais bien peut-être un jour qu'on fasse ces éléments de débat en présentiel. Je pense que ça pourrait être très riche, et c'est déjà participatif puisque un participant propose des outils et des fiches pour pouvoir aller plus loin sur le sujet. Pour ce qui est des ressources, un mailing va vous parvenir d'ici à la fin de la semaine, on l'espère, avec la vidéo de ce webinaire et le support de projection et les ressources que nous aurons pu intégrer. Voilà ce que je pouvais dire. Il est 15h59, nous sommes excellents sur le timing. Je tiens vraiment chaleureusement à vous remercier, car moi-même, en tout cas, je ressors assez enrichie et convaincue d'un certain nombre de choses qu'on peut évoquer ça et là dans nos pratiques associatives au quotidien. Merci à vous. Bonne journée.